Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue et aujourd'hui on se retrouve avec Emmeline. Emmeline est psychologue en tant qu'indépendante dans un cabinet privé. Passionnée de moto, elle a décidé de lier sa passion de la moto en créant une innovation thérapeutique unique en France, la motothérapie. Cette méthode innovante a été brevetée et protégée sous le nom de Psy Ride Power. En parallèle, tu es aussi docteur en psychologie à l'université de Toulouse-Jean Jaurès et tu mènes aujourd'hui des recherches sur les innovations thérapeutiques. Est-ce que c'est bien ça, Emmeline? Et oui, c'est ça. Bonjour et bravo pour ton accent. Et alors, comment est-ce que tu es venue à te dire que la moto pouvait être une médiation intéressante alors? Alors, j'en suis venue à ce constat en l'expérimentant, puisque ben, la plupart du temps, c'est en expérimentant les choses qu'on peut comprendre voilà, l'aboutissement que ça peut avoir. Et donc, voilà, j'ai expérimenté la pratique moto d'un point de vue personnel. Voilà, d'abord la moto de route, puis ensuite la moto tout-terrain, donc Oui, notamment motocross et enduro, et j'ai pu, essayer un peu d'analyser, tous les effets positifs que, ça avait. Et puis ensuite, et bien, j'ai commencé à intellectualiser ce qui était ressenti. Et puis, j'en ai parlé à l'université, à un laboratoire de recherche, auquel, je suis associée, et on a décidé de théoriser, sur, l'association de ce médiateur, thérapeutique avec une posture de psychologue. Et voilà, et c'est comme ça qu'est née, la motothérapie et la recherche sur les innovations, thérapeutiques. d'accord. Donc c'est vraiment, oui, en expérimentant toi-même ce que ça pouvait produire comme effet, que tu es venue Oui, l'idée de le partager en fait et de le proposer à un public. oui, oui, et puis oui, oui, c'est venu comme ça, mais bon, c'est aussi venu, sur, le fil d'un parcours, hein, professionnel, sur, 21 ans, d'exercice, hein, en tant que psychologue, d'une façon très, très classique, hein, puisque j'étais salariée dans des institutions, médico-sociales. Et c'est vrai aussi, il y a des nouvelles façons d'accompagner pour des publics, qui, n'étaient pas forcément accessibles, dans des façons traditionnelles d'offrir du soin psychique. C'est venu aussi de ça. D'accord, oui. Ouais. Donc, c'était de pouvoir proposer à un public qui effectivement ne va pas forcément, être intéressé par, des thérapies classiques, de pouvoir, finalement, avoir un espace quand même pour eux, pour pouvoir, Oui, oui, c'est ça. alors, oui, c'est pas forcément des personnes, qui n'étaient pas intéressées, par des façons, classiques d'accompagner, c'est-à-dire de consulter un psychologue dans un bureau, pour, faire simple, Oui, mais, c'était plutôt, ouais, pour des personnes, qui n'étaient plus en capacité. C'est pas forcément qu'elles n'étaient pas intéressées, c'est qu'elles ne sont pas ou plus en capacité de pouvoir consulter de cette façon-là. oui, Alors pour X raisons, hein, c'est-à-dire que c'est des personnes, qui, n'ont pas d'aisance, par exemple au niveau de la communication, verbale, ou alors qui ont, des défenses, psychologiques beaucoup trop importantes, pour se sentir en confiance, donc avec la parole et un professionnel. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu forcément accès, à de l'aide et qui sont en difficulté pour demander de l'aide, ou c'est oui, des personnes qui ont été, voilà, fragilisées dans l'alliance, thérapeutique au monde soignant de façon générale, par, leur expérience passée ou, leur histoire institutionnelle. Donc c'est pour toutes ces personnes-là, en fait, finalement, c'est beaucoup de personnes. Si on oui, réfléchit bien. Et puis si tu veux, ça s'est accéléré à un moment, assez historique, hein, de notre, société où, il y a eu, le monde du soin qui a été beaucoup en souffrance, mais pas mmh, que d'ailleurs, avec, la crise sanitaire et la difficulté d'accéder aux soins, qui s'est majorée au fil des années avec, voilà, des choix, politiques qui font que le système de santé n'est pas une priorité et qu'il y a un retrait de moyens, et que donc en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de patients en détresse, qui ne trouvent plus, de place, qui n'ont plus de place, dans les institutions classiques. oui, d'accord. Et voilà. Et alors aujourd'hui, ton quotidien, à quoi est-ce qu'il ressemble? Qui est-ce que tu accompagnes, au quotidien, dans la motothérapie?
Alors, mon quotidien, il ressemble, pas uniquement à la motothérapie puisqu'il est partagé, dans différentes, occupations professionnelles. Oui, Je vais essayer de les synthétiser, mais du coup, voilà, donc, il est partagé donc par, ma profession de psychologue, «classique» entre guillemets dans un cabinet libéral que, voilà, je partage avec 2 collègues, psychologues et psychomotriciens. oui, Il est partagé mon quotidien par, des activités, de formation professionnelle puisque je suis aussi, formatrice et que j'accompagne, des équipes, voilà, sur des formations donc dans des thèmes, spécifiques, mais aussi, des analyses de pratiques, professionnelles que j'anime pour ces équipes. Donc dans la petite enfance, mais aussi, dans le social, ou le médico-social. mmh, Voilà, il est aussi partagé sur des temps, d'enseignement, universitaire puisque j'enseigne aussi des cours, donc auprès des étudiants en dernière année de psychologie à l'université de Toulouse Jean Jaurès et oui, que, je fais partie aussi du laboratoire de recherche où, mon quotidien est aussi, occupé par, des activités de recherche sur les innovations thérapeutiques et des activités de publication, d'articles et de communication dans des colloques scientifiques et voilà, 1 à 2 fois par semaine, je mets un jogging avec des tennis. Je sors mes motocross, je les mets dans mon trafic et je vais sur un terrain pour, justement dispenser, cette innovation thérapeutique qui permet de recevoir sur un terrain, de motocross en plein air, du soin en utilisant cette médiation auprès d'un public, assez large puisque la motothérapie s'adresse à tout le monde, d'accord. mais avec voilà, une prédilection particulière, pour, des victimes de violences, physiques, psychologiques et sexuelles. Mmh. Puisqu'on s'est rendu compte que, c'était un médiateur, qui était assez indiqué pour, ces profils de personnes, puisque c'était un médiateur qui était neutre, c'était une machine. Oui, Voilà et que justement elle permettait de retravailler beaucoup de choses, au niveau du stress post-traumatique comme, la confrontation à la peur et le dépassement de la peur, notamment, quoi. Voilà, donc d'accord. c'est un quotidien qui est assez riche, et qui a évolué au fil, des années, de pratique professionnelle. Et oui, c'est un planning bien chargé, à ce que je comprends. Oui, 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 en tout cas ouvert, ouvert, Oui, ouais. c'est ça. Et alors est-ce que, il y a des liens qui sont faits entre, ta pratique de psychologue en cabinet et la motothérapie? Ou c'est vraiment, Oui. des patients très différents? Non, pas du tout. Non, non, la plupart des patients sont les mêmes, ce sont des patients sont, des patients. Des patients sont les mêmes puisque, normalement, en théorie, la motothérapie vise à permettre de restaurer une alliance, thérapeutique qui permet, de demander de l'aide, à nouveau, d'une D'accord. façon classique. Donc, la plupart des patients, alternent des séances, de motothérapie et également à des séances en cabinet, voilà, où la parole, et l'élaboration psychique, sont différentes, même si elles sont complémentaires. Donc la Mmh. plupart du temps, voilà, c'est des patients qui alternent les deux espaces, de façon complémentaire. Mais voilà, il y a des patients qui ont besoin de passer aussi par la médiation en premier avant de pouvoir, redemander de l'aide et refaire confiance. Oui, c'est vrai que je trouve ça très intéressant de voir alors la motothérapie comme, quelque chose qui permet de faire le lien avec des séances, plus classiques. Et pas parce que parfois on imagine alors, comme, l'équithérapie par exemple, où là Oui, parfois ça se pratique, souvent uniquement avec le cheval et il y a pas forcément des, allers-retours qui sont faits entre, des séances plus classiques et le moment où il y a la médiation avec le cheval. Et là alors c'est vraiment penser la motothérapie comme un outil qui aide à l'alliance thérapeutique comme tu disais et ça c'est vrai que c'est intéressant de ne plus voir les personnes qui n'osent plus consulter, pas comme des personnes qui ne sont pas intéressées justement comme je disais tout à l'heure, mais plutôt comme des personnes qui ont, à qui, on n'a pas rendu cela aussi accessible peut-être et pas on a fragilisé aussi peut-être, à cause, de nos structures de soins qui sont pas toujours, adéquates. et oui. Oui, oui, en fait, ce que tu décris,
C'est important puisqu'en fait, c'est ce qui permet, je crois, de différencier dans nos métiers de psychologue, l'utilisation d'une technique toute simple, tout simplement, comme, Mmh. l'hypnose, voilà, d'autres, médiations, hein, thérapeutiques, comme l'art-thérapie, et cetera. Ça Mmh. permet justement de distinguer notre posture professionnelle qui utilise un outil ou une méthode dans un projet ou un acte de soin qui est global. Et en effet, si on s'arrête, seulement à une technique, c'est-à-dire, une façon de faire, ou un outil, on n'est plus dans un acte de soin, psychique et on n'est plus dans une posture de psychologue et justement cette, médiation, elle est pensée pour être un outil, qui a du sens, dans une dynamique, globale. Voilà et ça c'est très important d'en parler puisque, c'est ce qui nous distingue vraiment, je crois, en tant que psychologue, d'autres professionnels. Où on limite pas l'utilisation d'un outil à une méthode, en elle-même, mais on le pense comme ayant, du sens dans un projet, global et ça, c'est vraiment, je crois, une posture, typique du psychologue. Oui, tout à fait. Oui, c'est super intéressant et pour que les personnes puissent se projeter, un peu mieux sur comment se déroule exactement, mais ces allers-retours et aussi une séance, de motothérapie, comment ça se passe un 1 rendez-vous avec toi? Alors un premier rendez-vous, avec moi, en fait, comme je suis psychologue, c'est à mon cabinet. Voilà, donc c'est une rencontre, hein, c'est un entretien qui permet de faire, l'anamnèse, c'est-à-dire, de retracer un peu l'histoire de la personne, de Mmh. voir un peu, quelle est la souffrance, exprimée, l'histoire, et l'alliance, dont elle est en capacité de renouer ou pas avec le psychologue et les objectifs éventuels, qu'on pourrait, penser autour de l'accompagnement et donc voilà, c'est un premier rendez-vous, où on ne nie pas justement la place du psychologue, mais où on est en capacité de pouvoir la construire différemment et ensuite, il y a plusieurs postures possibles, hein. Il y a soit la possibilité, d'un accompagnement psychologique classique, voilà, si une médiation n'est pas nécessaire. Soit la possibilité d'un accompagnement psychologique suivi d'un accompagnement, motothérapie, dans un second temps, ou bien en alternance, qui est une autre possibilité, ou bien la possibilité de commencer après l'entretien, directement sur, de la médiation motothérapie, puisque justement les axes, repérés, seraient plutôt, autour de la restauration d'une alliance thérapeutique et voilà, d'une mise en confiance nécessaire avant l'élaboration d'un travail. Donc, le cadre, il est très souple. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que ce soit pas rigide. Oui. Il est, personnalisé et ensuite, voilà. Quant à l'accompagnement motothérapie, et bien, en fait, déjà la première base, c'est d'initier à la moto, à la pratique, de la moto. Donc on utilise le motocross, puisque c'est le seul, objet mécanique, qui est utilisable sans permis et qui est accessible, à tous à partir de 6 ans. Et donc, le 1 objectif déjà, c'est la sécurité, c'est-à-dire c'est d'initier à la pratique, moto, pour que la personne puisse être en capacité de faire de la moto, en général, très rapidement, dès la première séance d'initiation, pour pas qu'il y ait de mise en danger justement. Mmh. Et ensuite, les objectifs vont varier en fonction des problématiques de la personne. Donc, très très souvent, on retrouve, des objectifs, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi à étayer pour des personnes qui ont été fragilisées au niveau identitaire, puisque la motothérapie, permet justement d'actionner des leviers de réussite, voilà et de schémas de réussite au niveau de la pratique. Mmh. Les autres, axes, principaux sont, des axes, de soutien au niveau, du plaisir à retrouver. Pour des personnes qui sont, soit anxieuses, soit avec des traits ou des structures, voilà, dépressives. Puisque la motothérapie permet justement très rapidement, de ressentir du plaisir, par une alchimie, magique, de production d'hormones, d'endorphines, et d'adrénaline liée à la pratique du pilotage. Voilà, ce qui a permis à des personnes,
bah, de retrouver la notion de «plaisir malgré elle» entre guillemets et aussi des, voilà, des problématiques autour du soutien, bah, de la confrontation à la peur, quand il y a eu des traumatismes, pour justement, se rendre compte, du levier d'action possible en étant acteur ou actrice, du pilotage, avec des souvent, comme effet, constaté, des prises de décision et des changements actés dans la vie. Ce que la motothérapie permet, ça je tiens à le dire, c'est que, comme on est dans de l'agir et des interactions en fait, hein, qui sont, visibles, pas forcément que par le langage, mais par le faire, la motothérapie permet, une forme de révélation, beaucoup plus claire et beaucoup plus rapide, des structurations un peu de personnalité, des fonctionnements psychiques, mais aussi des prises de décision, pour les personnes, qui suivent la thérapie et ça, c'est un des effets quand même, assez, incontestable de cette médiation thérapeutique. Donc en général, la 1re séance, elle est toujours individuelle, hein, pour, sécuriser la personne et qu'elle apprenne et si les objectifs, sont adéquats, on fait très rapidement, des petits groupes en fait, des petits groupes, thérapeutiques, où on mêle différentes personnes. Et est-ce que ces séances, elles sont faites uniquement avec toi ou est-ce qu'il y a aussi, un travail en équipe avec, d'autres psychologues ou, d'autres corps de métier, qui peuvent être là à ce moment-là quand c'est en groupe notamment? Oui, 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 alors, donc, c'est moi qui anime principalement, les séances. Je peux être accompagnée, de différents, professionnels, bon, notamment, des stagiaires, en psychologie que j'accueille, Mmh. mais également, une personne que j'ai formée, voilà, à la pratique, de la motothérapie qui a un diplôme, sportif moto. Mais également les équipes accompagnantes puisque, je travaille beaucoup avec des structures, médico-sociales, et notamment, des foyers, de l'enfance ou bien d'autres centres de soins, avec, des professionnels, qui se déplacent donc, psychologues, éducateurs, spécialisés, moniteurs éducateurs qui accompagnent les jeunes et dans ce cas-là, on permet justement, à ces professionnels d'être dans de la coéducation où justement, ils sont partie prenante, du projet de soins, et peuvent être intégrés, aux séances motothérapie. Ah d'accord, OK. Voilà et dans la plupart des cas, voilà, quand on travaille avec les structures, il y a toujours, une synthèse qui est faite, initiale pour, voir, quel sens ça peut avoir cet accompagnement et des synthèses assez régulières avec, soit la psychologue, du service, soit les responsables, pour, restituer l'intérêt, dans le projet de soins, global, de l'enfant, voilà, qui est accompagné. Ah oui, c'est super qu'il y ait aussi des liens qui puissent être faits, effectivement avec des structures, du médico-social et que ce soit Oui. pas uniquement, une démarche du coup individuelle, de chacun et que parfois ce soit les structures elles-mêmes qui te sollicitent. Et oui, alors ça a pris un peu de temps, hein, bon, même si c'est assez récent la motothérapie, ça a 3 ans d'existence, mais ça a pris un peu de temps, ouais. Ça a dû commencer de façon individuelle pour, obtenir, une forme de longévité, c'est-à-dire que ça tient dans le temps, de crédibilité, c'est-à-dire qu'on s'étaye au niveau, de la rigueur, scientifique qu'on veut, instaurer autour de cette pratique. Mmh. Et donc ça a amené finalement, les structures à revenir et à venir vers nous pour demander des partenariats. Justement parce que, là, c'est quand même toujours la même, problématique qui revient pour des publics qui ne sont plus prêts à recevoir un accompagnement, classique. Voilà. Oui, Donc beaucoup de décrocheurs en fait, hein, soit du système scolaire, soit du système de soins ou soit aussi, voilà, dans le tissu social, quoi. Donc en effet, on semble répondre à un vide qui existe dans l'accompagnement, des humains en souffrance, notamment des humains, qui ne veulent plus, rentrer dans les cases, dans lesquelles, on les assigne. et oui, et oui. Ouais. Maintenant, je passerai bien aux questions du grand public parce qu'il y a eu des questions, très intéressantes sur, aussi concrètement un peu comment ça Ah oui. se déroule. Mmh. Notamment, comment peut-on faire de la moto et du psy en même temps?
Et aussi, est-ce que ça se passe uniquement au moment où la personne roule ou est-ce qu'il y a, également des vertus pour les personnes, à savoir, par exemple, comment fonctionne la mécanique de la moto? Bah, la mécanique peut-être pas, mais la technique oui. Alors, bah, c'est les 2 en fait, alors la question elle renvoie en fait, à l'essence même de l'innovation. C'est-à-dire que la motothérapie, c'est une, thérapie, voilà, qui utilise un médiateur, moto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une innovation thérapeutique et où on la conçoit comme une médiation thérapeutique, en effet, ça ne se réduit pas à l'objet ou à la fonction de l'activité moto. Donc en Mmh, effet, la motothérapie, ce n'est pas que de la pratique moto, sinon ça serait du sport moto. mmh, Et la motothérapie, ce n'est pas que de la thérapie par la parole, sinon ça ne serait pas, ça nierait la fonction de l'objet moto. Et c'est ce qui est un peu compliqué dans les innovations, c'est que ce qui est nouveau, qui n'existe pas, ailleurs, renvoie toujours, quand même à la tendance, d'annuler, l'objet même de l'innovation. C'est-à-dire soit la fonction psychique, soit la fonction moto, tout court. Je mmh, crois qu'il faut vraiment avoir, en tête qu'en effet, on peut, accompagner les personnes différemment, dans l'utilisation, de l'activité, motocross, sans que ce soit réduit à du sport, moto ou de l'activité physique adaptée, ni que, ça annule la fonction, thérapeutique. Donc en effet, quand je fais les séances motothérapie, je le fais en étant psychologue. Donc comme tout psychologue, on a pensé, et on continue toujours de penser à cet accompagnement, thérapeutique. Donc on a un dispositif qu'on va pas révéler en détail parce qu'il est toujours protégé mmh, par, voilà, l'Institut national des innovations. Mais donc on a un protocole. Donc on a un protocole d'accueil, on a un protocole d'entrée dans le dispositif, on a un protocole, de construction, des séances, du déroulé des séances, qui mêle, donc à la fois la technicité du pilotage moto, d'une façon, dont la pédagogie a été adaptée, qui ne relève pas du tout de la pédagogie classique de l'enseignement moto, et à la fois des espaces de parole, très fréquents, avec d'autres médiations, instaurées dans le cours que la simple pratique moto, qui permettent justement, d'être dans des échanges et des partages, émotionnels, autour du vécu, de souffrance de la personne. oui. Et je me demande aussi, cette question ne renvoie pas au fait, est-ce que lorsque la personne se lance alors sur un parcours, de motocross, elle a une oreillette en même temps où elle est, en discussion ou c'est purement, alors on revient après sur ce qui s'est passé au niveau du corps et c'est, du coup très différent? Alors l'oreillette, elle est télépathique. Nous n'avons pas besoin de technologie, pour être en lien avec, la personne. C'est un dispositif qui est très contenant puisqu'il est soit individuel, soit en tout petit groupe. Donc, il y a une contenance en fait, hein, et une approche, déjà qui est physique et par une proximité physique. Et le pilotage moto, il est contenu en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des consignes, il y a des exercices, il y a un contenu de séance en fait, hein, qui permet, justement d'être en interaction constante. C'est-à-dire que la personne, on va pas lui dire: «Bah, vas-y roule, on fait le point dans 40 minutes». Non, en Oui, fait, voilà, il y a une construction graduée, de pratiques, de pilotage qui permet justement, d'être dans des échanges qui sont constants. Constants, et des échanges, voilà, et des retours sur les ressentis des personnes avec, une posture de psychologue qui est en capacité quand même d'analyser à travers, voilà, les mimiques, les postures du corps, et qui va chercher à sonder au niveau verbal justement, où en est la personne, ce qu'elle ressent, et quel lien, il peut être fait avec, la problématique qui a été déposée initialement. Mais donc non, il y a pas d'oreillette, il y a pas besoin. Je crois et pas, voilà. ça serait pas utile. Ça serait même, non, ça casserait justement, la connexion différente, qui peut être fait justement. Oui et peut-être ce besoin de se re pour la personne de se recentrer aussi à ce moment-là Oui, sur, ce qu'elle fait aussi. bah, oui, son ressenti, et puis, oui, la notion de liberté et de Mmh de justement de mise en confiance quoi, sans être, en contrôle total avec l'autre quoi. Oui, oui. et oui. Par rapport aux innovations thérapeutiques, justement, tu viens de dire que, c'était quelque chose qui est assez, difficile alors, comme, recherche de proposer des innovations thérapeutiques et il y a une question, qui était Ouais. comment on crée une innovation thérapeutique justement?
Non, beh, c'est oui, c'est chouette que la personne l'ait posée. Alors, bonne question, hein, il m'a fallu bien chercher longtemps pour, trouver comment faire puisque, déjà je vais en profiter pour, répondre à cette question. Avant, je vais en profiter pour expliquer comment j'en suis arrivée là parce que je crois que c'est important, pour, tous les psychologues, qui sont à l'écoute de comprendre, la démarche. Mmh. Alors, voilà, j'ai été psychologue, diplômée il y a, 2003, ça va faire 22 ans. Et j'ai commencé à travailler en structure médico-sociale, voilà, dans un institut médico-éducatif et un centre médico-psychopédagogique. Et au bout de 3 4 années, donc j'avais un diplôme, master 2 pro, voilà. Et au bout de 3 4 ans, dans les institutions, j'ai senti comme un vide, se créer en moi, avec un besoin d'être nourrie, intellectuellement. Donc, j'ai commencé à faire une thèse de doctorat tout en travaillant. Mmh. Voilà, au bout de 4 années de pratique professionnelle où là j'ai fait, une thèse sur, le décrochage, scolaire en lien avec l'estime de soi et la famille et où, voilà donc, j'ai commencé à me nourrir intellectuellement. Ça m'a permis de rester un petit peu plus longtemps, en institution et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'installer en libéral en plus d'être, salariée en institution puisque je me suis rendu compte que, il y avait, quand même petit à petit, une forme d'enfermement quand même, hein, dans la façon de faire, quand on était, rattaché à des institutions, qui répondaient en fait à des injonctions un peu sociétales, hein, notamment financières. C'est-à-dire, des recommandations des financeurs, donc du ministère de la santé, d'aider telle ou telle population, publique spécifique de façon prioritaire, hein, en fonction des financements qui étaient attribués, puis de travailler et d'utiliser plutôt une certaine méthodologie ou une certaine théorie et donc il y avait quand même un enfermement, de plus en plus important, au point où, je vous l'ai dit, hein, il y avait, une errance d'un tas de personnes qui ne trouvaient plus leur place dans ces structures et donc, et bien, c'est pour ça que, m'est venue l'idée aussi de créer quelque chose de nouveau, petit à petit, Oui, et pour faire une innovation thérapeutique et la définition d'une innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas, et thérapeutique qui a une fonction, d'aider, hein, de soigner l'autre. Donc, à partir du moment où on pense quelque chose de nouveau et qu'on repère des fonctions thérapeutiques, ça devient une innovation thérapeutique. Alors après la question, je pense que c'est plutôt de donc dans mon parcours, voilà, j'ai une expérience de psychologue, bon clinicienne quoi, praticienne. J'ai une expérience de chercheuse avec, mon doctorat et puis, voilà mon ancrage dans un laboratoire de recherche et je crois que c'est ce double ancrage dans la pratique et dans la recherche qui m'a permis d'envisager, justement, la création de quelque chose de nouveau. mmh, Même si je crois que ça appartient à tous les psychologues et que le propre de notre, fonction et de notre formation, même si on a tous des parcours différents, c'est d'être ouvert à un tas de théories, et un tas de façons d'accompagner différentes. Je crois qu'on est formé à ça, en fait, hein. On est formé pendant 5 années à être nourri, d'une diversité de comprendre le fonctionnement humain avec différentes postures théoriques, différentes, possibilités, d'accompagnement, thérapeutique, cette diversité, elle doit nourrir, elle nous permet d'être nourris dans un esprit critique oui, qu'on doit maintenir vivant et je crois qu'en effet, le propre de l'institution, est peut-être de limiter le vivant dans la créativité donc comment on crée une innovation thérapeutique? Je pense qu'au delà de la façon de le faire, je vais y répondre, hein, parce que je sais que la personne attendait ça, mais je crois qu'il faut comprendre comment on en arrive là. C'est une posture finalement de vie. Heu, c'est, c'est de penser que ce qui existe n'est pas forcément suffisant et qu'on a la possibilité de pas forcément se contenter de ce qui existe déjà. Voilà et je crois que le propre de notre fonction de psychologue, c'est vraiment ça et je crois qu'il y a oui, très oui. peu de formations, voilà. Par contre, c'est très déstabilisant puisqu'on refuse d'être assigné à une place. Voilà, et c'est ce qui crée justement toutes ces divergences autour, du dispositif MonPsy,
et d'être assigné à une place, paramédicale, pas paramédicale, de prescription, pas de prescription, et cetera. Et je crois que c'est le dilemme propre de notre fonction et c'est tout à notre honneur. Bon sinon, d'un point de vue pratique, comment on crée une innovation? Eh bien, en fait, on dépose un brevet à l'Institut national, de protection, des innovations, c'est-à-dire, l'INPI, où justement, on soumet, et bien, un texte qui permet justement, bah, de décrire, ce qui est nouveau. Donc, avec, une enveloppe, solo et D'accord. un droit d'auteur et ensuite on peut éventuellement déposer une marque et puis ensuite, l'autre étape, qui est un peu plus compliquée, c'est justement de déposer un brevet. Donc c'est des démarches, qui sont, assez, complexe puisque pour, tout ce qui est de l'ordre de la création intellectuelle, c'est pas accessible, ces renseignements, il faut aller les chercher. C'est pas simple puisque, on est très peu en fait, hein, à développer, des innovations tout court. Quant à des innovations thérapeutiques, c'est encore plus rare. Ouais. Mais je crois que, voilà, à partir du moment, où on cherche, on peut trouver. Oui, oui, c'est un peu fastidieux du coup, si je comprends bien, Oui, mais quand on a autant de volonté de vouloir montrer qu'il existe d'autres façons de pouvoir pratiquer, on trouve quoi. oui, tout à fait, oui. C'est ça. Oui, c'est super intéressant ce que tu disais sur, hem, la posture du psychologue et les réflexions effectivement qu'il y a actuellement, par rapport au dispositif Mon Psy. Hem Et c'est aussi un petit peu l'objet, de mon podcast, c'était de pouvoir montrer que chaque psychologue a un peu en lui, même pas un peu, a une singularité, qui fait que Mmh. chaque psychologue est unique et peut proposer des choses qui sont différentes et qu'il faut pas, je pense, perdre, cela même quand on est en institution ou même, lorsque, bah, voilà, on nous impose un cadre précis ou une façon de faire précise, mais pour autant, je pense que c'est important pour chaque psychologue de trouver un espace où il peut aussi, exprimer la façon dont lui, il souhaite pratiquer, dans ses missions. Et oui, et puis, bravo, oui, c'est vraiment oui, oui, c'est vraiment chouette, ce que tu fais. Mais c'est vrai là, on est en train de, oui, d'assister à une dérive, qui est quand même assez déroutante. Bon, après, ça fait plusieurs années que ça a déjà enfin, que ça existe déjà, mais, on est formés, nous, en tant que psychologues, à s'ouvrir à la singularité d'une personne en souffrance en étant formés à une pluralité de concevoir, le psychisme humain, et de concevoir l'aide à apporter à cet humain. Et au final, on serait tenté de finir, notre pratique professionnelle, dans une seule façon, d'accompagner, une seule modalité, de faire ou de penser. C'est ce qui pousse justement à la spécialisation, hein, déjà dans les études, hein, il faut se spécialiser. Jusqu'à un format unique, de psychologue, voilà, qui réduirait, ces champs et qui conventionnerait, une seule façon, de faire. Donc, on l'a étudié, clairement et c'est vrai que, bon, je crois que ce qui peut nous rassembler, c'est, la déontologie, en fait. Alors OK, cette déontologie, elle a pas de valeur légale, sauf qu'elle a quand même une valeur légale, à travers la charte et la commission, nationale, consultative, de déontologie des psychologues, qui peut permettre, justement, en cas de litige, avec un psychologue, de faire valoir, en cour d'assises, des dysfonctionnements, professionnels. Donc elle peut quand même avoir une efficacité, légale, ces codes de déontologie. Par Et oui. contre, voilà, ce qui nous unit, c'est notre façon de concevoir l'humain, dans le respect de la dignité de l'humain et je crois que la déontologie des psychologues, elle est c'est le seul point qui peut nous rassembler dans notre pluralité, voilà, notre façon, différente de concevoir l'humain, quoi. Et oui, tout à fait et d'ailleurs, je pense que je le mettrai, en barre d'infos de cet épisode, le code de déontologie. C'est toujours bien d'avoir, Ouais, un petit ouais, rappel ouais, ouais, par ouais, rapport tout à à fait. ça. Ouais. Donc, la dernière question qui a été posée par un des auditeurs, c'est: «Comment est-ce que tu fais pour gérer la pluralité de tes activités?» puisque tu es psychologue,
aussi doctorante, tu, es formatrice, enseignante Mmh. et tu as créé aussi également une association dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, donc peut-être que tu vas pouvoir en parler aussi un petit peu ici. Puisque c'est une association d'accompagnement pour des victimes mineures, donc enfants et adolescents, de violences sexuelles. Voilà, donc c'est une association que j'avais créée il y a 4 ans, qui existe toujours, donc là, je suis, seulement fondatrice, hein. J'interviens pour l'association, et donc en fait, cette association, je l'avais créée puisque, en me rendant compte, qu'il y avait très, très peu au niveau, local, mais même au niveau national, d'associations qui accompagnaient les victimes, de violences sexuelles enfants et adolescents et qu'il y avait une accessibilité pour ce public, qui était quasi nulle, pour, des espaces d'écoute et que c'est toujours, une problématique et un fléau, qui renvoie à un tabou social, et un défaut de formation, de professionnels, y compris, pour nous les psychologues, qui participent au niveau sociétal, à contribuer justement, au déni quoi de cette réalité et qui est pourtant, massivement, existant, dans la réalité. Voilà. Donc cette association, voilà, elle existe, et elle a permis justement aussi de former les futurs psychologues, avec un nouveau module de formation, justement à la formation du dépistage et à l'accompagnement, des révélations, de violences, sexuelles, voilà, pour former les psychologues, au protocole et à la façon de pouvoir les aider, dans la gestion de ces situations. Alors, pour répondre à la question de l'auditeur, comment je fais pour gérer, cette pluralité d'interventions? Je pense que ce qui serait plutôt ingérable pour moi, ça serait de rester, dans une seule façon, de faire, chronophage et monoforme. Qui atteindrait à ma pulsion de vie. Donc je pense qu'en fait, cette pluralité de façons de faire dans mes pratiques professionnelles, elle permet justement en fait, de sauvegarder, une pulsion de vie et une créativité nécessaire, pour rester vivante, dans mon métier de psychologue. Et en même temps, comme ça fait quand même 21 ans que je suis psychologue, elle me permet aussi de préserver, mon implication, dans la dimension du soin, Mmh. voilà, en ayant d'autres activités, que celle, d'être, psychologue en cabinet, auprès, voilà, de personnes en souffrance et en fait, ça me permet de rajouter des couches de médiation, qui me permettent de préserver, mon implication, professionnelle auprès des personnes en souffrance. Oui, d'accord. C'est dans la continuité aussi, d'expériences que tu as eues auparavant et qui font qu'aujourd'hui, c'est c'est un besoin aussi de renouveau, dans ton travail, en fait, aussi, de pouvoir faire tout ça. Oui, oui, c'est complémentaire en fait, c'est pas différent, c'est complémentaire. Après, vu la pluralité, ça relève d'une contrainte organisationnelle en fait. Il faut juste être assez organisé pour pouvoir gérer la pluralité des interventions. Mais au-delà de ça, c'est complémentaire en fait. C'est-à-dire que tout est relié. Il y a rien qui est différent. Tout suit une trame, qui a du sens en fait et qui Mmh. permet justement de préserver parce que je crois que quand on est psychologue, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on est psychologue, on peut aussi être touché, à terme par la souffrance, de l'autre Mmh. et il faut aussi, créer des espaces qui permettent, de pouvoir s'en protéger et de pouvoir, rester vivant auprès de la personne en souffrance et je pense que ça demande un réajustement constant. Oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est dynamique, ouais. Oui, oui. Et ensuite, il y a une question qui est un peu la question emblématique du podcast. C'est quel objet représente le mieux ta pratique aujourd'hui? La moto! Ah oui, bah là, je ne l'avais pas vu venir. La moto, ouais, ouais, la moto. Ouais. MOTO. C'est ça, tout simplement. Ouais, ouais, tout Et j'ai simplement. aussi, une autre question que j'aime bien poser à la fin de l'épisode, c'est, si tu n'avais pas été psychologue, tu penses que vers quel métier tu serais allée? Ah oui? Ah bah, je m'attendais pas à cette question, ouais. Bah, je pense que j'aurais été dans un métier d'aide, ça c'est évident.
Pas forcément intellectuel par contre, mais j'aurais été dans un métier d'aide. Après, les métiers autour de la nature et de la terre, me plaisent beaucoup. Donc on serait resté, du côté du soin, mais différemment, Oui, peut-être? oui, sans doute, ouais. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emeline, d'être venue, parler au micro de ce podcast. C'était, super de t'avoir dans cette émission. Ben merci à toi, hein, c'est vraiment chouette ce que tu fais, c'est super important pour, l'évolution, et la visibilité du métier, de psychologue, donc bravo à toi. C'est chouette, merci. Bah, merci beaucoup et avec plaisir. Et pour soutenir ce podcast, si vous avez aimé l'épisode, vous n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est tous les 15 du mois où on mettra dans la newsletter toutes les informations dont on a parlé dans cet épisode. Ça peut être un accès au site internet d'Emeline qui parle plus spécifiquement de la motothérapie. Ou aussi, on y retrouvera peut-être le code de déontologie, le laboratoire dans lequel Emeline exerce. Des ressources comme ça seront citées dans la newsletter. Je vous laisse aussi suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux la chaîne psy sur Facebook et Instagram principalement. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Dont on a parlé dans cet épisode, ça peut être un accès au site internet